Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Cette semaine, on va chez le notaire. D'ailleurs, bonjour à tous les notaires fans de manga qui nous écoutez. Parce que oui, nous allons parler d'héritage et cela à plusieurs niveaux. D'une part, d'héritage stylistique et graphique. D'autre part, d'héritage comme élément scénaristique, mais aussi de l'héritage que nous, lecteurs, nous transmettons génération après génération. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'un éditeur, Akata pour ne pas le nommer, a lancé une collection héritage cette année. Mais malgré tout, les grands noms du manga, vous les connaissez tous. Bon, peut-être. Non, pas forcément. Il y a évidemment Osamu Tezuka, le père du manga, qui a introduit de nombreuses techniques narratives, stylistiques, qui ont influencé la bande dessinée japonaise moderne. Et d'autres noms aussi, Shotaro Ishinomori, Go Nagai, Leiji Matsumoto, Fujio Akatsuka et j'en passe. Ils ont tous contribué à définir des genres et des conventions du manga tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et plus le temps avance, on peut juste constater qu'il y a toujours de nouveaux noms qui apparaissent. Donc on pourrait citer Urasawa, Toriyama, Ikeda, Clamp, Arakawa, Asano et surtout Moto Hagio dont on va parler à l'instant. L'héritage, c'est un mot très important dans le manga et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la 5ème de couve. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Oh, les bâtards! Oh, this you crazy mother... La 5ème de couve, c'est le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, mais le manga, surtout quand il est question d'héritage. Allez mamie, donne le fric. Dans cette émission, laissez-moi accueillir les descendants. C'est pas ça l'héritage à la base. Dans cette émission, laissez-moi accueillir les descendants de Léon Zitrone et de Guilux. Julie et Cagnard, bonjour à vous deux. Salut. Vous acceptez l'héritage de Léon et de Guy? Moi, je suis pas sûre de connaître vraiment leur héritage, mais bon, écoute. Moi je me souviens de Guy Lux, grande figure télévisuelle des années 80-90. Maintenant, imitation. Je serais incapable de le faire, mais même d'essayer, tu vois. Je me souviens pas du tout de sa voix. Mais vas-y pour Guy Lux. Il avait pas de casserole au cul quand même, lui. Non, je crois pas. Bon, enfin, c'était une époque où il y avait pas internet, donc on les connaissait pas. Il y avait pas trop de casseroles en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il manquait les casseroles. N'oubliez pas qu'on se retrouve chaque jour, chaque seconde même sur le blog la5ème-de-couve.fr. Si vous voulez bavarder, papoter, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, comme par exemple sur le serveur Discord de l'émission. Et bien sûr, si vous souhaitez nous encourager, chaque like, chaque notification, chaque petit commentaire et évidemment chaque abonnement compte. Dans cette émission, il est question d'héritage à plusieurs niveaux, avec bien sûr toutes ces histoires de filiation professionnelle entre maître et assistant. Tiens, si Yellow Tanabe a été assistante d'Adachi, est-ce que ça en fait forcément une héritière? On en parlera tout à l'heure, question intéressante. Il y a aussi les quelques vraies histoires de famille, on vous en donnera une ou deux. Il y a l'héritage comme élément clé des scénarios de manga d'aventure. Ça revient sans cesse, toujours le mot héritage. Puis il y a cette belle collection héritage que propose Akata avec Moto Hagio ou Takao Saito. Et enfin, on va commencer par là. Il y a l'art du manga qui est un héritage pour nous, lecteurs. Face à quelque chose qui bouge sans cesse, on est obligé de prendre du manga précédent pour aller dans le manga suivant. Ça bouge sans cesse, on est tous auto-influencés par le manga d'avant et par le manga du collègue et par le manga de son assistant et ainsi de suite. Oui, et puis je pense que c'est ce constat qui est quand même un marqueur que le manga a très vite été pensé comme un bien de consommation. Le renouvellement était obligé pour à la fois coller aux attentes des lecteurs ou des lectorats, j'ai envie de te dire, parce que finalement, on devrait plutôt penser en multiplicité de lecteurs. Et il y a d'un côté donc la demande qui changeait tout le temps, constamment, et bien sûr le fait de vouloir tenir éveillé cette appétence pour des histoires toujours nouvelles, innovantes. Qui a fait que le manga est aujourd'hui un des médiums qui est le plus protéiforme, mobile, ouais, je sais pas, qu'est-ce qui serait le plus adapté. Mais c'est très vrai, c'est très complet ce que tu dis.
Moi je pense qu'il y a aussi en France en tout cas un souci de temporalité, c'est-à-dire que le manga quelque part il arrive un petit peu en 2 temps chez nous, parce que nous quand on découvre le manga c'est dans les années 90 et on le découvre évidemment avec Dragon Ball et compagnie, et à partir de ce moment-là on se tient au courant, donc à partir de ce moment-là sur la timeline on commence à prendre le cours normal de l'histoire du manga, sauf qu'il y avait déjà 2-3 générations d'auteurs qui étaient passées avant dont on n'avait aucune idée à part Astro Boy, tu vois, pour Tezuka. Et donc pour moi il y a toujours eu en France cette sorte de double timeline qui est, on doit se tenir au courant de l'actualité, mais en même temps on découvre des titres qui sont antécédents et qui commencent à ne sortir que maintenant. Donc on est dans une position que je trouve assez ambivalente, où là maintenant on a accès à des titres de vieux maîtres, des titres qui sont cultes au Japon depuis des années, sauf que nous on les découvre avec un décalage qui est complètement différent du lectorat japonais. Donc on a une espèce de double culture, et je pense que c'est une double culture qui est hyper importante, de se tenir au courant de ce qui se fait maintenant, mais aussi également d'aller voir dans ce qui se faisait avant. On est en 2 temps si tu veux. Mais le débat que tu lances c'est intéressant, parce que ça veut dire que quand on lit des mangas plus anciens, même de la génération post 90, on peut des fois se dire super, je l'ai déjà vu quoi, ça a rien d'original. Ah bah oui bien sûr, et ça c'est un des principaux problèmes je pense que tu peux avoir quand t'es lecteur, c'est de te confronter à ta propre temporalité en fait, à quel moment tu as découvert cette histoire, et tu peux découvrir, enfin moi c'est ce que j'appelle personnellement l'effet Seigneur des Anneaux, dans le sens où moi j'ai lu énormément de fantasy, et à un moment j'ai découvert le Seigneur des Anneaux en film, mais c'était trop tard pour moi parce que j'ai trouvé ça hyper classique, et je me suis dit ouais mais en fait il y a rien là-dedans. Bah en fait si, il y a tout dedans, mais par contre il faut le lire avec le contexte à quel moment ça a été écrit, dans quelles conditions, et là ça te permet de mieux saisir l'ampleur on va dire et l'importance de ces écrits là à l'époque, mais on sera toujours en retard par rapport à un autre lecteur. Et ce qui est important aussi, c'est de savoir, tu le disais, dans quel contexte ça a été créé. C'est pour ça que les magazines de prépublication, ça avait un sens de les connaître. De moins en moins aujourd'hui, j'ai l'impression. Mais pendant longtemps, ça avait beaucoup de sens de savoir dans quel magazine ça a été proposé, parce qu'il y avait des lectorats qui étaient quand même vraiment bien découpés. Même dans le seinen, par exemple, tu as des magazines qui sont un peu plus pour les salaryman, d'autres qui sont pour les jeunes adultes. Oui. Et en fait, je pense qu'il y a des choses dont on n'a pas encore idée. Parce que oui, on s'en rend pas vraiment compte. Ouais. On est encore sur le seinen, c'est quand même des histoires qu'on nous vend qui sont très divertissantes, pleines d'action. Ou de thriller, mais quand même avec quelque chose de divertissant, et il y a quand même tout un pan, je dis pan parce que c'est des dizaines de magazines de prépublication qui, comme tu dis, parlent de la vie quotidienne mais très terre à terre, qui parlent de personnages qui bossent dans des bureaux, et qui n'ont pas du tout, on va dire, le thrill de t'emmener vers des paysages inconnus ou des titans ou des choses qui sont complètement vraiment fantastiques quoi, au sens premier du terme. Mais c'est pour ça que les 2 points que vous avez soulevés sont super importants en termes d'héritage pour nous lecteurs français. C'est que d'un côté on a raté beaucoup de choses, il faut se remettre dans le contexte. De l'autre, il faut garder en tête que effectivement le manga est aussi un bien commercial, que c'est censé faire vendre, mais pas tous les mangas non plus, et que ça a créé une autre division entre guillemets. On doit garder en tête tout ça et le prendre en tant qu'héritage et essayer de se débrouiller pour, déjà nous dans cette émission parler de manga, et vous les apprécier aussi au quotidien et en parler avec vos amis, parce que c'est toujours sympa quand tu lis un titre et de pouvoir en parler avec d'autres, mais de réussir à avoir tout ça en tête. C'est un fardeau presque d'être un lecteur de manga aujourd'hui. Je pense que, pour moi, ça participe aussi de cette dualité qu'on voit souvent dans les lectorats français, encore une fois, parce que t'as les gardiens de chapelle, quoi. C'est quand même quelque chose de très français. Les gardiens de chapelle improvisés souvent. Oui, mais ça, limite, je m'en fiche. Je veux dire, t'aimes quelque chose, tu veux le défendre, mais pourquoi faire en sorte de fermer les portes du temple alors que tu pourrais les ouvrir et dire aux gens, venez. Tu vas découvrir pourquoi tel ou tel auteur est devenu si célèbre à ton époque, parce que il a été influencé par tel auteur d'une génération antérieure. Et c'est dommage aussi que on ait tendance à dire ouais mais c'est parce que tu connais rien, tu peux pas apprécier tel ou tel truc. Non, il y a quand même si les œuvres fonctionnent, c'est aussi qu'elles ont des qualités qui leur sont propres, tu vois. Après c'est la malédiction un petit peu de toutes les sous-cultures, on va dire, qui démarrent comme
comme des sous-cultures. C'est qu'à l'époque, oui, effectivement, c'est quelque chose que tu as envie de partager avec des gens, sauf que plus ça grandit, plus la communauté grandit et plus tu as l'impression d'être dépossédé, et tout simplement parce que bon, bah, dans le cas du manga au Japon, c'était déjà une industrie, c'était pas un problème à ce moment-là, je pense, mais le fait qu'une industrie artistique, quand elle émerge comme ça, elle est obligée de se répartir en sous-catégories, encore et encore et encore, et à partir de ce moment-là, tu commences à entrecouper ton lectorat, et on arrive à une partie où on est de plus en plus catégorisé, alors que moi je suis d'accord, l'idée principale c'est de promouvoir un maximum, mais il y a aussi un problème générationnel quelque part, je pense, de ce côté-là. Moi je me mets évidemment en opposition avec un lectorat plus jeune à l'heure actuelle qui a accès à tout. Je me mets en opposition à lui parce que moi je n'ai pas lu dans ces conditions-là. Trouver quelqu'un qui lisait du manga, c'était déjà cool. Alors que maintenant, trouver des gens qui lisent du manga, il y en a partout. Du coup, je peux comprendre vraiment les deux points de vue, même si moi je serais toujours pour l'ouverture, et parce que nous tous, on a toujours travaillé pour l'ouverture du manga. Et puis on doit faire aussi avec cette drôle d'héritage de l'utilisation des mots seinen, shoujo, shonen, qu'on a nous-mêmes utilisé pas toujours comme il faut, parce qu'on a cet héritage, et que pendant des années on l'a utilisé un petit peu sans y réfléchir, et que maintenant avec le recul, quand on y pense, on fait bah non, on les utilise à tort et à travers. Et aujourd'hui encore, on les utilise à tort et à travers, et ça a été super pratique pour les libraires. Oui. Parce que ça permettait de ranger correctement et d'orienter un minimum les lecteurs, mais je me demande si au final, si on s'en était passé, est-ce que le manga n'aurait pas plus explosé plus vite? Tu sais, moi c'est une théorie que j'ai depuis très longtemps, hein, le fait que ces catégorisations shoujo, shonen, le problème c'est qu'on est arrivé, comme tu dis, au niveau des libraires, on leur a donné ces 3 clés d'entrée qui sont vraiment des clés d'entrée. À partir du moment où tu commences à rentrer dedans, tu vas très vite comprendre que ça ne se cloisonne pas à ça, et malheureusement on a eu un effet inverse. Au bout d'un moment, on est tombé face à des libraires qui étaient persuadés de connaître et qui du coup ne voulaient pas écouter le message de l'éditeur en disant alors ok, c'est une histoire romantique, mais je t'assure que c'est un shonen. Et on a eu des blocages comme ça avec des libraires qui, parce qu'ils avaient un tout petit peu de savoir, parce qu'on est vraiment au début du savoir avec ces notions-là, pensaient que ça y est, c'est bon, ils avaient compris. Le manga, c'est 3 catégories et on s'arrête là. On s'est retrouvé un petit peu victime des définitions, pas qu'on a créées, mais qu'on a propagées nous-mêmes. Oui, mais après, comme tu disais tout à l'heure, ça vient aussi du fait que je pense que par manque de modèles, on a voulu faire comme ce qui existait déjà, et ce qui existait déjà, c'était au Japon, avec cette classification déjà. Ouais, mais on en a pris que 3 en plus, tu vois. Oui. Mais c'est typiquement marketing, et je pense que c'est juste un outil marketing parmi d'autres, que ce soit pour aider les libraires ou les acheteurs à faire leur choix. Mais effectivement, ça ne s'arrête pas que à ces 3-4 dénominations. Il y a beaucoup plus de nuances qu'on l'imagine. Clairement, et en plus toutes ces nuances, cette diversité des genres de manga, ça oblige le manga à évoluer tout le temps en plus. Et à fusionner, à se renouveler. Comme ça couvre vraiment une vaste gamme. Comme tu dis toujours, il y a une application pour ça. Il y a aussi un manga pour ça. Tu as une passion dans la vie, il y existe un manga sur cette passion. Avec des extraterrestres. Et ouais, voilà, c'est ça. Et donc ça repousse toutes les limites créatives. Et forcément, ça fait énormément bouger le manga. Et un shonen de science-fiction il y a 15 ans n'est plus un shonen de science-fiction d'aujourd'hui. Ce qui fait que comment classifier ça? Quoi faire de tout ça? Nous étions ça reste un shonen de SF. Mais finalement c'est le même problème. Enfin, je sais même pas si on peut catégoriser ça comme un problème, mais c'est ce que rencontrent des sous-cultures, typiquement comme la fantasy, la hard SF. Alors très bien, en librairie ça fait bien, tu vois, d'avoir ton rayon SF, sauf qu'en fait la SF c'est 15 000 trucs différents. Oui. T'as de la hard SF, t'as de la dystopie, t'as plein de trucs, et en fantasy c'est exactement la même. Du coup, toi en tant que lecteur, c'est à toi d'aller faire l'effort et d'aller chercher. Du coup, si la première notion que tu connais c'est la fantasy, à toi d'aller chercher derrière qu'est-ce qui s'est fait, parce que la fantasy était de base, mais les genres, comme tu dis, comme dans le manga, ont évolué dans d'autres choses et ont poussé la fantasy toujours dans ses retranchements, et tous les genres littéraires, je dis pas. Ouais, mais je trouve que le manga a beaucoup plus fusionné les genres que d'autres médias. Oui, je suis d'accord, parce qu'eux ils ont un squelette qui est assez parfait, tu vois, qu'ils arrivent à reproduire. Nous on n'a toujours pas la recette magique, mais ils ont une recette
facette qui fait que j'ai l'impression qu'ils ont poussé les curseurs des sujets. Tu sais, on pourrait faire une catégorie sujets non intéressants rendus intéressants par les mangas, tu vois. Ils peuvent faire ça avec, tu vois, les maîtres. Avec les gouttes de Dieu, ils peuvent faire ça, Yakitate de la panne, tu vois. Ils ont poussé le vice très loin. Et puis, sinon, moi je propose un truc à tous les libraires, c'est qu'on va suivre l'idée de Marie Kondo. On range les bouquins par couleur de dos. Oh mon Dieu, quelle horreur. Surtout qu'il en faut que 30 dans ta maison, je sais pas si tu te souviens. Ouais, mais tu t'en mets 30 par zone. Tu t'en mets 30 par zone dans les librairies, et puis tu fais plein de zones. Tu les ranges par couleur, mais tu laisses pas les tomes 1, 2, 3 côte à côte. Comme ça, tu passes plus de temps en librairie, t'as le plaisir de chercher. C'est un peu 1984 ce que tu proposes. C'est-à-dire tu veux retirer les catégories pour qu'on retire les mots des catégories et tu veux donner des codes couleurs. What? Tu veux infantiliser les lecteurs, Max, je suis pas sûr de te suivre. C'est pas moi, c'est Marie Kondo. Ah oui. L'art du rangement. Non, puis il y a un autre truc aussi, c'est que avec le temps maintenant, c'est que les influences culturelles changent aussi pour les mangaka. Parce que, ok, les mangaka, les grands maîtres, les grands noms qu'on donnait en intro de cette émission, ils ont été influencés par des facteurs culturels, artistiques japonais, et c'est toujours ce qu'on avait aussi, sauf le premier d'entre eux, Tezuka, qui lui a été énormément aussi influencé par les États-Unis. Oui. Puis il y a eu une espèce de mouvement qui était beaucoup plus nippo-centré, on va dire, sur culturellement parlant en tout cas. Il était question d'esprit, de yokai, de choses qu'on connaissait pas forcément nous. Puis, il y a une ouverture un peu plus croissante au marché mondial qui a nourri la créativité des mangaka. Ils ont commencé à voir d'autres choses, tu vois, à partir de Otomo, quand il peut parler de Jean Giraud, ce genre de choses. Il a pu aussi multiplier sa créativité grâce à cette ouverture. Que Mobius, tu vois, enfin, on voit, c'est marrant comme à l'époque, maintenant, on réussit à tomber sur des photos. Tu vois, où tu vois que t'avais un mangaka et un auteur franco-belge, ou comme cette anecdote hyper connue que Tezuka s'est pointé à Angoulême, ni vu ni connu, tu vois, c'est quand même assez fou ça. Ouais, mais en fait, moi je pense que c'est pas si hermétique et si nouveau, parce que donc là j'ai quand même été rechercher des petites choses sur Moto Hagio, hein. Et il faut dire que donc elle a explosé dans les années 70, on y reviendra un peu plus tard en détail, mais elle donc avec son amie Takemiya Keiko, qui donc est connue maintenant en France grâce à Destination Terra, elles ont été aussi beaucoup influencées par l'art occidental, et peut-être que graphiquement c'est pas ce qui se voit, mais elles ont fait des voyages en Europe, elles ont lu des auteurs français, et le cas de mix d'absorption culturelle le plus extrême, je pense que c'est La Rose de Versailles quand même, tu vois, au sens où elle a intégré tout un pan historique de notre culture française pour en faire quelque chose de pop qui correspondait aux attentes du lectorat japonais de l'époque. Après, c'est une simple notion d'accès à la culture, je pense, tout simplement. C'est-à-dire que oui, des mecs comme Tezuka pouvaient se permettre de voyager en France, ou Moto Hagio pouvait avoir le matériel pour s'inspirer de l'Occident. Mais je pense que c'était pas si évident que ça de trouver du matériel vraiment, enfin, tu sais, évidemment que ça circulait déjà à l'époque, avant Internet, ça circulait évidemment, mais je pense que c'était quand même plus difficile à l'époque. Il fallait vraiment être curieux, quoi. Après, la France et le Japon, moi je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, c'est une grande histoire d'amour, et ça commence pas aussi, c'est pas si récent. C'est-à-dire, déjà, à l'époque où Edo était encore un comptoir, se résumait à un comptoir fermé, ouvert aux Portugais et aux Néerlandais, et à peine à quelques poignées d'autres pays, je pense à la Chine notamment. Mais je pense qu'il y avait déjà des choses qui étaient arrivées jusqu'en France, bien sûr pas accessibles aux grands... À tout le monde. Aux communs des mortels et aux péons, on va dire. Mais petit à petit, le 19e siècle, toute la bourgeoisie s'est quand même enflammée pour les arts asiatiques, la porcelaine, les kimonos, les soieries. C'est devenu des choses très à la mode. Et je pense que finalement, c'est quelque chose qu'on a oublié, ou au contraire, on l'a tellement en nous qu'on a oublié que c'était très très lointain en fait. D'accord. Et je pense qu'au Japon aussi, on n'a
pas tendance, parce que le Japon joue à fond la carte du tourisme, de la tradition, la modernité qui cohabitent, machin, mais ils ont été quand même énormément influencés et par tu vois, tout ce qui concerne leur code civil, les règles, tout ça, ça vient de l'Occident. C'est des règles, c'est des choses qui... Même le pachinko, le fameux pachinko est dérivé du billard bagatelle. Voilà. Non mais effectivement, ça doit dater ça doit dater de plus longtemps, t'as raison, je pense. De toute façon, t'as utilisé l'argument d'autorité d'Edo. Qui fait que de base, tu vois, j'ai rien à dire, ok, Edo. Non mais il y a un truc aussi qui a changé, c'est ne serait-ce que dans les réponses des mangaka quand on leur pose la question. Pendant très longtemps, ça nous amusait de les entendre nous répondre « Ah, je savais pas que vous lisiez du manga en France. Ah, je savais pas. » Maintenant, ils ont quand même cette conscience que le manga est quelque chose d'international et qu'il faut aussi peut-être aller un peu plus puiser ou s'inspirer ou réfléchir à tout ça, d'autant que maintenant il y a la technologie qui a évolué, qui a des outils numériques qu'ils n'avaient pas avant, et le fait de ne plus dessiner sur papier, ça aussi, ça fait bouger le manga d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour les décors. On en parlait avec monsieur Morita il y a 2 émissions. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous encourage fortement à le faire. On parle du cas Arsène Lupin, mais à côté de ça, on parle aussi de techniques d'intelligence artificielle et de l'utilisation d'internet pour un mangaka, et c'est super important parce que voilà, imagine, on part de la fameuse villa Tokiwa pour arriver aujourd'hui à des mangaka qui n'ont plus que des assistants en distanciel. Ouais, moi j'ai mes 5 assistants sur Zoom, je peux discuter avec eux, on se fait un point toutes les heures pour voir où il en est. Waouh, l'industrie quoi. Moi je réfléchissais à écrire un mémoire qui s'appellerait De Tezuka au Webtoon, qu'est-ce qui s'est passé? En fait c'est toute une vie, non? Tu vas lui donner sa vie. Eh bien au Japon, malgré tout, il y a toujours cette histoire donc de magazine dont on parlait il y a quelques instants, et cette richesse éditoriale, ça oblige à des expérimentations artistiques, parce que ça reste la guerre quand même pour les mangaka, pour exploser, pour réussir. Et donc, t'es obligé pour te distinguer, d'innover ou de choquer ou de marquer les lecteurs très vite, parce qu'il y a toujours ce système de notation. Dans plusieurs, alors pas dans tous les magazines, mais dans plusieurs magazines, il y a toujours ce système de notation, donc tu es obligé de te faire remarquer tout de suite auprès des lecteurs pour avoir une bonne note et avoir 3-4 chapitres de plus. Ouais. Non, et puis en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi comment dire, on a un petit peu d'informations et on peut pas s'empêcher de leur créer du sens ou de créer des contextes autour qui n'est pas forcément celui tout à fait de la réalité, tu vois. Et par exemple, on dit manga, mais quand tu dis manga japonais, lui, il va comprendre différentes choses, et bien sûr, chacun va avoir une interprétation différente. Et tout ça pour dire que, par exemple, il y a des gens pour qui le manga, ça va être juste un petit strip qu'ils vont avoir dans une revue littéraire. Et pour eux, ça va être ça. Et à côté de ça, ils vont être très calés sur des romans et des histoires. Parce qu'il y a tout un pan culturel à côté. Enfin, toute une industrie du divertissement aussi. Et à côté de ça, tu vas avoir des gens qui vont être publiés dans plusieurs magazines dédiés au manga, dédiés à certains styles de manga. Et c'est là aussi où je pense qu'on n'a pas du tout... on se rend pas du tout compte comment dire, l'éclatement, parce que je pense que c'est vraiment, enfin c'est un peu comme un arbre plutôt, il y a des branches et puis ça s'étend, mais vraiment très 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 loin des fois la presse au Japon, même si c'est un secteur en crise, ça reste quelque chose d'extrêmement luxuriant. Enfin il y a énormément de magazines. Si tu veux un magazine de manga avec que des histoires de chats, il y en a au moins 2 ou 3. Enfin, si ce n'est plus. Hein, oui, certains éditeurs français le savent bien, je crois. Parce qu'on en a des mangas de chats en ce moment. Mais c'est pareil pour le golf, c'est pareil pour la cuisine. Mais sauf qu'un arbre, normalement, tu le tailles régulièrement. C'est important parce que sinon il fait n'importe quoi cet arbre. Revenons au nom de cette émission, le mot héritage. Yakata qui lance donc une collection héritage avec 3 mangas qui ont été annoncés dès le début. Le clan des pots de Moto Hagio, Confidence d'une prostituée de Takao Saito et Autant on emporte la brume de Eiko Hanamura.
Le premier de ces 3 titres est sorti, ça y est, enfin. Yes. On l'attendait depuis très longtemps. Hein. Le Clan des Pots, c'est une histoire de vampires, de Edgar et de Maribel dans l'Angleterre, qui sont tous les deux de jeunes vampires qui ne grandiront pas. Et on va suivre cette destinée tortueuse aussi, en 2 volumes du Clan des Pots de Moto Hagio, qui est une autrice que tu adores, toi, Julie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Après, je dois avouer que là, je vis un syndrome de l'imposteur assez violent, parce que je me sens pas du tout à la hauteur de ce qu'elle a fait. Et c'est ça, c'est que c'est... Tout à l'heure, on parlait donc d'où venaient les premières choses. Non, mais j'allais dire, évite de te comparer à une mangaka japonaise, et normalement ça devrait aller. Je vais pas me comparer, c'est juste que je pense qu'elle a énormément apporté, eu des idées et surtout, elle a fait en sorte de faire avancer des choses à son époque. Et ça, on s'en rend compte que depuis une petite dizaine d'années en France, je pense. Mmh. Puisqu'on a donc il y avait le Cœur de Thomas qui était déjà sorti dans les années 2010, je pense. Ouais, puis il y a un coffret aussi, et une anthologie chez Glénat. Chez Glénat. Et en fait voilà, on a des petites comme ça perles qui sont disséminées quoi. Et je veux dire, c'est pas quelqu'un qui comme un Tezuka va pouvoir s'asseoir sur des piles de manuscrits, tu vois. Mais tout ce qu'elle a fait, ça a créé un choc dans le milieu des éditeurs, le milieu des lecteurs, parce que les thématiques, parce que la technicité qu'elle apportait, parce que c'était en gros une des premières à dire le shoujo, ok, c'est pour des filles, ça veut pas dire que je vais leur faire des trucs moches, je vais leur faire des trucs tellement accomplis qu'il y en a qui sont tombés de leur chaise en disant mais comment est-ce qu'elle a pu créer ce niveau de dessin pour une histoire de seulement 14 pages, ou enfin quelque chose qui semblait encore une fois complètement on va dire anodin quoi, enfin qui n'était pas destiné à rester. Donc c'est plus sa qualité graphique, tu penses, qui a fait la différence, ou les thématiques qu'elle a abordées, c'est-à-dire prendre le shoujo sous d'autres prismes qui sont peut-être du récit fantastique ou de la SF pour certains. Ouais. C'est équivalent, c'est vraiment le dessin qui a... C'est équivalent, mais je pense que y a plusieurs choses qui font que c'est un auteur vraiment majeur. C'est que déjà, donc effectivement, elle a choisi des thématiques qui n'étaient pas du tout abordées jusqu'à présent, et donc très clairement le fait de creuser au niveau de l'intériorité des personnages, de parler de leur psychologie et de tout ce qui concerne aussi des thématiques de violence, de mort, de suicide, de tout ce qui est aussi, on va dire, un peu plus sombre, et que jusqu'à présent, enfin dans les années 70, les éditeurs étaient très frileux de les adresser à un public qui pourtant était suffisamment mature pour comprendre ces thématiques. Et puis donc ça c'est la première chose, mais deuxième temps, elle est très forte graphiquement. Je pense que moi j'ai ouvert le Clan des Pots, je sais pas, c'était une journée, je pense à autre chose, je fais je l'ai, je le sors, je l'ouvre, le choc, bouche bée quoi. Ouais. C'est beau quoi. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que au final, elle est, on va dire qu'elle a poussé les curseurs des codes du lore, et du coup, ça me fait penser que dans le comics, il y a eu à peu près le même effet, le comics de super-héros, avec ces récits qui sont arrivés. Alors, au bout normalement, les héros, c'était vraiment, on ne touchait pas, c'était des super-héros à proprement parler. Et il y a eu une nouvelle génération d'auteurs qui sont arrivés, type Frank Miller et compagnie, qui eux ont décidé de faire des récits plus sombres, de rentrer dans cette partie, comme tu dis, psychologie des personnages, en se disant, on prend nos récits au sérieux et on va s'attarder un peu plus sur la psychologie des personnages que plutôt sur la forme, comme on l'a fait les autres années quoi. Oui, et en fait pour terminer, je pense que le troisième point, pour le deuxième point, il y a un autre, elle est très forte effectivement, mais c'est surtout que elles sont très fortes, parce qu'elle était dans un groupe de jeunes femmes qui a voulu prendre le terreau par les cornes quoi, et dire nous on va dessiner les mangas comme on veut qu'ils soient dessinés,
avec les thématiques qu'on aura choisies. Donc, un groupe un peu fortuit, elles se sont pas organisées pour se voir toutes les semaines. C'est juste qu'elles avaient le même âge, elles avaient les mêmes frustrations. Enfin, je pense que c'est ça. Hein. Elles voyaient leurs manuscrits refusés, où on leur disait « Oui, mais alors tu vas pas parler de ça. Ah bon, tu veux faire de la SF, mais est-ce que tu es sûr de savoir dessiner des vaisseaux spatiaux ?» Enfin, bref. Question légitime. Ouais, mais je pense qu'elles avaient rien, elles n'avaient pas à rougir de leur talent, au contraire. Et donc, elles ont petit à petit fait leur mais comment elles ont fait du coup, comment elles ont fait pour détourner ce système éditorial qui voulait les forcer à faire du classique, on va dire? Je pense que c'est pas qu'elles ont forcé les choses, mais elles ont trouvé des alliés. Ouais. Et notamment, il y a un grand monsieur qui s'appelle Yamamoto Junya qui a été là pour vraiment propulser au moins 3 des jeunes femmes de ce groupe de l'an 24, donc, dont Moto Hagio, quoi. Et donc parlons un peu du clan des pauvres. Non mais tu peux continuer sur Moto Hagio, mais on peut aussi parler du clan des pauvres. Un des premiers mangas de vampires. Ouais, mais rien que ça. Parce que finalement, il y avait Tezuka qui avait fait son vampire. Mais je pense pas que ce soit une thématique qui a été très occidentale finalement. Donc là, elles en sont empirées. Vampires. Elles s'en sont vampirées, ouais. Mais je pense qu'elle était... parce que ça permet effectivement d'élaborer plein de choses. De parler de la temporalité, de l'immortalité, des problèmes... comme on dit, encore une fois, des tensions psychologiques que ça crée chez les personnages. Donc, c'est super intéressant. Le rapport entre Edgar et son père, entre guillemets, est aussi assez particulier à cet égard. Et le vampirisme entre les deux, c'est... Oui, hein. Un des gros soucis. Oui, mais après, j'y reviendrai. Mais moi, je trouve que c'est très drôle, en tout cas, que la collection Héritage commence par une histoire de vampire où clairement il n'y a pas d'héritage, il meurt pas, ou alors dans des circonstances très très tragiques. Et c'est un peu ironique, quoi. Je trouve ça, ce clin d'œil, peut-être fortuit, hein, mais assez rigolo. Mais en tout cas, Moto Hagio, sa marque de fabrique, on va dire, c'est quand même de mettre en avant des adolescents qui sont torturés ou qui ont des problèmes avec leur famille. Et là, je pense que Edgar et Alan, Meribel, on a quand même un trio très très gagnant, quoi. Parce que ce qui est important, c'est que elle réussit en plus à montrer à quel point ces questionnements d'adolescence sont, ils ne connaissent pas les limites du temps. Je veux dire que tu sois un adolescent en 1800 ou un adolescent dans les années 2000-2020, tu pourras toujours tomber sur ces mêmes problématiques. Mais ce qu'il y a de bien aussi avec un manga comme celui de Moto Hagio, le clan des Pots, c'est sa mise en scène qui offre justement le temps de comprendre tout ça avec des choix artistiques qui m'ont totalement scotché. Il y a des moments où elle s'amuse à rompre entièrement ces cases, à faire de la surimpression. Enfin, pour un manga de cette époque, d'autres s'amusaient comme ça, mais j'ai l'impression qu'elle avait encore plus de créativité que beaucoup d'autres. Il y a un truc que je trouve assez intéressant à la lecture du clan des Pots, c'est-à-dire que toi tu parles d'adolescence, alors évidemment c'est une thématique qui est très présente, mais je pense qu'on peut même étendre ça dans le cas du clan des Pots à la cellule familiale, et c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans le clan des Pots, c'est le manga de vampire avec le moins de trucs flashy du vampire. En fait, t'as quasiment pas d'attaque. Tu vois que normalement, tu sais, maintenant de nos jours, quand tu vas voir un truc de vampire, tu t'attends à voir une espèce de monstre, enfin vampirique, qui va aller mordre d'autres personnes, récupérer de plus en plus de serviteurs, on va dire, des ghouls, et ainsi de suite. Là, je sais même pas si j'ai vu beaucoup de sang dans ce manga, j'ai pas trop le souvenir. À un moment, tu vois une morsure de vampire, mais ça prouve bien que ce à quoi elle voulait prétendre, c'était typiquement la psychologie des personnages et surtout la normalité de ces créatures-là. Parce qu'en fait, ce qu'on raconte dans le clan des Pots, c'est quel est le quotidien de ces créatures-là. On se désintéresse totalement de la partie horrifique, on va dire, attaque, vraiment, on se concentre vraiment sur qu'est-ce que ça te donne quand tu es un enfant et que tu vas rester enfant
toute ta vie. Alors moi évidemment ça me lance sur plein de questionnements que j'adore, et puis il y a justement je suis en train de lire un comics ces temps-ci où il est justement question de ça, un garçon, sauf qu'en fait il a déjà 50 ans mais il a encore la vie du garçon, et de voir ce sur quoi les gens s'intéressent, c'est que forcément tu peux penser à la sexualité. Dans le Clan des Pots, ça sera pas, on va pas parler de ça, on va plus parler de sentiments, comme tu dis, tu vois, ces sentiments qui peuvent être adolescents, sauf que c'est pas des adolescents, c'est pas du tout des adolescents. Et je trouve ça assez fascinant de se concentrer uniquement sur la partie vraiment psychologique, quoi. Après, moi, ce que je trouve bien, c'est parce que, je comprends tout ce que tu veux dire, mais moi, je vois qu'elle a, elle, interprété l'adolescence comme une sorte de malédiction. En tout cas, dans le Clan des Pots, mais c'est aussi vrai dans le Cœur de Thomas, c'est vraiment une espèce de fardeau. L'adolescence, c'est le moment où tu es au pic de ta vie. En tout cas, c'est comme ça qu'elle le présente. Les enfants sont magnifiques, ils sont sur le point de bascule, devenir adulte, ou rester encore longtemps enfant ou pas. Et c'est à la fois magnifique, mais c'est terriblement tragique. Ils ne s'en sortent pas. Ils sont accablés par des choses qui sont impossible. Alors là, dans le cas des vampires, le fait d'avoir une vie, on va dire, normale. D'essayer d'avoir une vie normale, tu vois, qui nécessite que tu déménages tous les 3 ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Et tu vois aussi les parents qui ne sont pas leurs vrais parents, mais tu vois tu vois les parents aussi et comment eux doivent subir ce truc. Et c'est du coup, en fait, tu ramènes le statut de la légende vampirique, tu la ramènes à un statut très humain. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais, et puis elle a changé, encore une fois, sa façon la façon de voir les choses, parce que ce qu'elle a apporté, je trouve, avec les autrices de l'an 24, c'est vraiment une charge tragique. Parce que toi, tu dis, c'est les choses au quotidien. Mais bon, ils se mettent dans tous leurs états quand même, pour des histoires de je n'arriverai jamais à faire ceci ou cela. Et je trouve que c'est cette espèce de théâtralité qui a aussi été en résonance avec beaucoup, je pense, ce que les lecteurs attendaient dans les années 70. Parce que ça se voit un peu moins dans le Clan des Pots, parce qu'elle fait très attention justement à la temporalité. Il y a beaucoup de détails sur les costumes, sur les décors, pour qu'on sache bien à quel moment de l'histoire on est. Est-ce qu'on est vraiment à la fin du XVIIIe siècle ou plutôt au début du XIXe? C'est subtil, mais tu vois qu'il y a un cheminement comme ça dans l'histoire, avec un grand H. Et en fait, c'est assez marrant, parce que dans le Cœur de Thomas, au contraire, c'est censé être un pensionnat. Donc, plutôt en Allemagne, je dirais au début ou à la toute fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. Et en fait, tu vois clairement qu'il y a des personnages qui ont des coupes afro, qui ont des pantalons pas de def, et donc t'es complètement dans les 60s, 70s. Et elle a fait une espèce de mix où elle trouvait vraiment, où clairement tu sais que c'est juste un miroir, quoi. Elle va te parler des problèmes des adolescents et de tous les adolescents. Et maintenant, on peut espérer qu'une chose, c'est que déjà ce manga se vende suffisamment bien pour encourager, que ce soit Akata ou d'autres éditeurs, à sortir ou ressortir les autres titres de Moto Hagio, puisque le Clan des Pots, c'est quasiment l'une de ses premières œuvres, si je ne dis pas de bêtises. Elle a commencé dans les années en 1969. Enfin, sa première œuvre publiée, c'était en 72, je crois. Et le Clan des Pots, ça doit être 73-74. Voilà, c'est ça. Donc on est vraiment sur du début de carrière. Ouais, mais en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait plein de petites histoires qui, à chaque fois, créaient un impact incroyable dans les magazines où elle était publiée. Après avoir connu une longue traversée du désert, je veux dire, elle a quand même vraiment galéré. Et au moment où ça a décollé, c'est que oui, avec le Clan des Pots, elle a eu un prix. Et tout de suite, on lui a ensuite demandé beaucoup plus de séries. Et surtout, elle a enfin pu faire ce qu'elle avait envie de faire.
J'espère qu'on vous a donné un minimum envie, en tout cas sur le Clan Dépôt, et puis envie de découvrir un peu plus la carrière de Moto Hagio. Et il y a un autre sujet pour lequel l'héritage est important, c'est le shonen d'aventure. Il y a de l'héritage partout dans le shonen d'aventure. C'est l'histoire sans fin, tu vois. On disait tout à l'heure que quand on lisait un vieux manga, il y avait toujours des personnages un peu archétypaux dedans, mais c'est normal, c'est parce que à l'époque ce n'était pas forcément des archétypes, ça a donné les archétypes d'aujourd'hui, mais dans le shonen d'aventure, l'héritage, elle est là tout le temps. Et l'héritage, c'est même une question super importante dans les quêtes initiatiques. L'exemple récent de My Hero Academia, l'héritage, c'est un cheveu qu'il faut manger. Dragon Ball, on en parlait la semaine dernière avec Goku, avec l'affiliation, avec le sang qui représente toujours beaucoup de choses dans le manga. Cette histoire de sang, de toute façon, quand on utilise le mot neketsu aussi, le sang bouillant, mais il y a aussi le sang que tu hérites de tes parents. JoJo's. En termes d'héritage, la saga familiale par excellence, c'est un moteur narratif, même c'est un catalyseur dans JoJo's Bizarre Adventure, l'héritage. Et de toute façon, dans les histoires de quêtes initiatiques, la question de l'héritage, elle joue toujours un rôle vraiment crucial, scénaristiquement parlant, j'entends. Il peut prendre beaucoup de formes. C'est parfois un objet que tu reçois, parfois c'est des pouvoirs que tes ancêtres t'ont donné, des connaissances secrètes, ça peut être des responsabilités familiales. Tu sais, on dirait qu'il y a un petit catalogue. Alors, mon héros, quel héritage, qu'est-ce qu'il va recevoir en héritage ? D'ailleurs, c'est assez marrant parce que si tu regardes, il y a quand même pas mal de récits qui commencent avec des orphelins ou qui sont à la recherche de leurs parents. Et c'est marrant que tu sais, cette histoire d'héritage au final commence par un blanc. Juste un blanc en fait, et le personnage va devoir remonter à ses origines pour découvrir qui il est, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant pour se construire au mieux, je pense. Donc en gros, toutes les histoires qu'on lit, c'est des histoires de quêtes d'arbres généalogiques. Ouais. Oui, c'est un aussi peu simple. ça l'esprit. En plus, l'héritage, c'est souvent utilisé comme un catalyseur, vraiment pour le protagoniste. C'est ça qui va l'inciter à entreprendre sa quête, son appel à l'aventure. Il découvre cet héritage caché, on lui confie une mission importante à accomplir, et on y va, vaille que vaille, quoi. Et en plus, ce que tu appelles un catalyseur scénaristique, je trouve qu'il peut aussi parfaitement tenir pour les antagonistes également. Je vais prendre l'exemple de Gaara, mais on verra plein de personnages. Sauf que eux, à la différence, c'est que eux, ils doivent s'extraire de leur héritage un peu maudit, on va dire. Dans le cas de Gaara, tu vois, c'est le démon qu'on lui a mis, et donc c'est devenu une arme pour le village. Il va devoir s'extraire de cette situation, mais t'as aussi souvent cette notion d'héritage chez les antagonistes. Mais en fait, tu l'as vraiment partout. Oui. Cette question d'héritage, je trouve ça incroyable à quel point c'est complètement présent, à quel point ça sert de guide, à quel point ton héritage, c'est ton mentor. Pour le protagoniste, pas pour vous en tant que lecteur. Enfin voilà, c'est le vieux parchemin, l'enseignement, l'objet magique encore qui te confère des pouvoirs. C'est lui que tu vas garder en main, qui va te guider, qui va limite t'apprendre des choses sur toi, sur ton passé, sur les pouvoirs que tu as en toi. C'est vraiment partout. Bah, la figure du mentor, de toute façon, dans le shonen, elle est plus que pivot. D'ailleurs, on en a déjà parlé, par exemple, dans l'émission qu'on avait fait sur les mentors dans Naruto. Parce que, quelque part, le mentor, c'est quand même lui qui va assumer le rôle de la figure paternelle si le père n'est pas présent ou est parti chercher... je sais pas ce que cherche le père de Gon. J'ai perdu le fil. Il cherche un truc, c'est pour ça qu'on l'a pas retrouvé. Le nouveau monde, le continent caché. Ouais, voilà, c'est pour ça. Il est pas... Si jamais ton daron est parti chercher le continent caché. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais c'est pas une règle absolue, mais c'est quelque chose que je vois dans énormément de shonen en tout cas. Quand on arrive vers les tomes 10 ou 11, t'as une espèce de passation où c'est comme s'il fallait tuer le père, le mentor, pour que le héros en fait passe une étape et continue à avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois que ça se ressent souvent sur les tomes, en fait sur la dizaine. Quand on arrive sur la dizaine, il se passe quelque chose vis-à-vis du mentor. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai trouvé que dans My Hero Academia, il s'était chié parce que All Might, ils l'ont pas buté, ils l'ont juste rendu moins puissant. Ils auraient pu. Oui. Ils auraient pu. Normalement, moi, c'est ce que moi je pensais, et je crois que beaucoup de gens pensaient qu'il allait mourir suite à ce combat. Mais non, ce que tu dis est intéressant, parce que ce côté tuer le père, cet héritage, ça représente toujours un dilemme moral. Est-ce que je dois suivre, accepter cet héritage, ou le refuser, aller à son encontre? Alors attention, ne disais pas que le héros tuait le père, c'était souvent une entité méchante tuait le non mais c'est en ça trouver sa propre voie, quoi.
Oui. Après, pour revenir à Moto Hagio, hein, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Motoki je trouvais que le problème, c'est pas seulement d'avoir un héritage ou de ne pas en avoir, c'est aussi quand tu fais le choix de tout rejeter en bloc, quoi. Comme souvent font ces personnages, parce que voilà, ils deviennent des vampires, mais ils veulent pas devenir des vampires. C'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup plus de personnages qu'on croit qui sont dans cette façon aussi de dire il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est j'en vois tout péter et puis c'est Naruto. Mais lui, il est tellement persuadé d'être orphelin tout du long, c'est terrible. Enfin... c'est ça, parce que dans à l'opposé, dans les shonen d'aventure, ils ont les choix sont quand même un peu plus limités, un peu plus stéréotypés, mais justement, ça évolue. Oui, c'est ce qu'on disait au fur et à mesure. Qui évolue, effectivement. Le questionnement de Goku, du jeune Goku, a évolué par rapport aux questionnements et aux réponses que trouve le jeune Naruto. Et puis on a sali aussi l'héritage, tu vois, l'héritage de Naruto. C'est-à-dire que c'est en ça que je trouve Naruto vraiment génial sur cette question d'héritage. L'arc de Pain, c'est peut-être celui qui est le plus représentatif. C'est vraiment mon héritage, c'est l'héritage de mon village, c'est aussi d'avoir fait souffrir des gens. Et donc en fait, c'est assez normal qu'ils viennent se venger. Et je trouve que la réponse que Naruto trouve et qu'on lui demande pendant tout le manga, mais qu'est-ce que tu veux faire alors ? De toute façon, soit tu ne réagis plus, soit juste tu te fais attaquer. Et je trouve que Naruto est très brillant dans sa manière de trouver sa propre voie, qui a l'air débile, qui a l'air idyllique, mais je trouve ça assez beau, cette manière de prendre son héritage sombre aussi et de l'accepter, tu vois. C'est pas parce que t'as un protagoniste que ton héritage doit être forcément noble, chevalier blanc, tu vois. Au contraire. C'est noble de l'assumer. Aussi. C'est plus noble de l'assumer. Mais bon, en tout cas, voilà, il y en a vraiment à tous les étages, quoi. Oui, c'est limite à se demander quelles sont les histoires qui réussissent à se construire sans cette question. Parce que moi, j'avais fait toute une liste, tu vois, et je me suis dit, mais que, tu vois, c'est ça. Alors, pour rester dans les années 70, Destination Terra, c'est la même chose. Ils doivent, c'est une question de perpétuation d'une espèce qui est en train de disparaître ou vouée disparaître, etc. T'as Gundam, ne parlons pas, voilà, des problèmes familiaux dans les différentes familles, clans qui se font une guerre intergalactique. Dans des mangas beaucoup plus récents, tu vois, que ça soit donc toute la flopée des shonen neketsu ou des shonen d'aventure, t'as quand même donc Naruto, Shaman King, FMA, enfin ils parlent tous d'héritage. Ils parlent tous d'héritage, ils parlent tous d'une filiation compliquée, et ça se retrouve également dans des mangas qui n'ont pas cet habillage de manga dessiné enfin si, par exemple, si tu prends le monde de Ran, c'est complètement initiatique, mais ce n'est pas tu vois, c'est une histoire d'une petite fille qui naît dans une famille de sorciers. Elle va apprendre qu'elle a des pouvoirs et elle comprend pas pourquoi tout le monde lui interdit de les utiliser ou lui demande d'apprendre à les utiliser, et petit à petit elle va se construire, mais il y a ce cocon, et en fait c'est ça, est-ce que c'est un cocon emprisonnant, est-ce que c'est à l'inverse quelque chose qui va te permettre comme une boîte à outils, d'avoir des choses pour construire un futur qui sera le tien. Par exemple, rien à voir, mais Les Gouttes de Dieu, c'est une histoire de filiation aussi. Bien sûr, c'est vrai. GTO, c'est une histoire de filiation, d'héritage, plus que de c'est plus héritage, j'aurais dit, ou transmission, pour le transmission. Coup. Il est là pour être le mentor. Ils en parlent tous, j'ai même réfléchi à Slam Dunk. Slam Dunk aussi parle quelque part de filiation et d'héritage. Ça n'a rien à voir, mais j'ai commencé la série télé Les Gouttes de Dieu sur Apple TV+. On avait regardé la bande-annonce ensemble. Eh bien... Comment dire Passons à autre chose. Ils ont beaucoup refait, ils ont beaucoup changé de choses, en bien ou en mal. Il y a toujours ce trip un peu des séries télé françaises, parce que c'est une série internationale, mais travailler avec une partie du staff français. Il faut mettre du drame. Il faut un problème entre la mère et la fille. Il faut mettre aussi des histoires de couple, puisque du coup ils ont changé de héros, ils ont fait une héroïne. Donc du coup il y a une histoire d'amour aussi qui c'est très transformé quand même. Oui, d'accord, je pensais pas que c'était. Et puis elle n'est pas japonaise représentante en bière, elle est française autrice de livres. D'accord. Et elle ne peut pas boire d'alcool.
ce qui va être compliqué pour Oui. avoir l'héritage. Oui, c'est. Et finalement, non, ça se débloque assez vite. Ah bon. Mais c'est une métaphore comme quoi c'est plus dur pour les filles ou je sais pas. Bah, peut-être. Oui. je suis même pas sûr qu'il faille voir ça. D'accord. Non, mais c'est bon. intéressant. Bref, j'ai commencé, mais c'est intéressant la façon dont il. La manière dont il le traite, parce que là j'ai l'impression que tu me racontes un peu quelque chose à la Dynastie, tu vois, avec intrigue de famille ou héritage là à l'heure actuelle qui fait non, beaucoup c'est pas parler. ça. C'est pas vraiment ça. Non, le drame il est vraiment centré sur elle. Okay. Enfin, sur les deux en fait, les deux qui s'affrontent, leur vie, tous les deux sont un peu dramatiques et là où il y avait la petite maladroitesse du héros de manga, on la retrouve pas du tout chez elle. Là, on retrouve vraiment j'ai envie de dire du déjà vu pour qui regarde des films français ou des séries françaises. Oui, mais peut-être que c'est exotique ailleurs, tu vois. C'est probablement très exotique ailleurs, je suis d'accord. Mais voilà, c'était juste un. Donc on ne la recommande pas. Ou pas. Ah si, par curiosité. Oui, par curiosité. Moi, je la recommande pas. Moi, ça m'a donné envie de relire le manga, donc au moins ça a été. On vous recommande de lire le manga. Voilà. Ça c'est bon. En parlant de manga, il y a un truc qu'on n'a pas encore abordé, c'est cette grande famille que sont les assistants. Parce que c'est amusant de voir les lignées, les sortes de sous-groupes, de voir que un tel a été assistant de machin, comme si c'était une sorte de centre de formation, tu sais, au foot, genre le CFA, lui il vient du Tezu KFC, c'est ça, lui il vient du Tezu KFC, je le reconnais. Oh le tiki taka, ça c'est et ainsi de suite. Bah, c'est marrant, tu vois, Oda et Takei qui étaient assistants de Watsuki sur Kenshin, alors tu te dis c'est Oda et Takei, ouais mais non en fait finalement ils ont rien à voir. Ouais, entre One Piece et Shaman King, alors même magazine, il y a des points communs, mais c'est compliqué. Shaman King pour le coup c'est très très famille aussi, hein. Enfin, ouais, c'est vrai. avait parlé. Et il y avait quand même une partie ou en tout cas à l'époque quand j'étais plus jeune, c'était très obscur toute cette partie-là de qui était assistant de qui. Je me souvenais que j'arrivais pas à voir les infos et à chaque fois c'était des sortes de légendes que t'entendais, tu vois. Des bruits de couloir. Ouais, c'était un peu des bruits de couloir et c'est comme ça que pour moi j'avais compris que Inoue et Tsukasa Ojo ils avaient bossé ensemble, mais tu sais on me l'avait dit, c'était pas sûr, tu vois, c'était quelqu'un qui me l'avait dit. Alors que maintenant il y a des sites internet pour ça en japonais où tu peux savoir qui était assistant de qui. Tu vois, par exemple Tabata, l'auteur de Black Clover, Matsumoto de Kaiju 8 et Tamura de Beelzebub étaient tous les trois assistants de Iwashiro. Siren. Sur Siren. Là tu fais ok, là il y a un gros centre de formation quand même, parce que du coup il y a une bonne filière. Ouais, là il y a une bonne filière, mais imagine t'es recalé. Oh non, moi je vais chez un tel. Mais tu vois, mais Matsumoto et Matsui qui étaient assistants de Yoshi Sawai, le même Naoya Matsumoto, l'auteur de Bobobo. Tu ouais, alors du coup entre Kaiju 8 et S-Class, est-ce qu'il y a vraiment des liens? Je suis pas sûr. Mais après, et entre As-Class et ouais voilà, c'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, ça prouve quand même un certain passage de génération. C'est-à-dire que Bobobo est sorti en France. Je me souviens pas que ça avait fait un four, mais que ça avait jamais trop bien marché, tu vois. Et parce que c'est particulier un peu Bobobo, moi j'aimais bien, tu vois. Four micro-ondes quoi. Ouais, mais alors qu'au final, ses assistants limite fonctionnent mieux en France que lui. Ouais, mais après c'est lui, il avait fait vraiment un truc de niche, de l'humour absurde avec des jeux de mots à l'appel. Je ne te cache pas que c'était peut-être un peu trop tôt pour sortir, oui. Oui, mais je pense que en fait toutes ces questions d'assistants et de mercato de l'assistanat, t'as envie de dire, ça fait partie de ce qu'on disait en tout début d'émission sur l'opacité du marché. Parce que c'est ça, c'est que finalement, même si je pense qu'ils ont un droit de regard, il y en a beaucoup pour qui on dit machin va venir t'aider. Tu sais pas qui c'est. Il s'est planté 3 fois à tel tremplin. Ah, super, ok. Et après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui, là, comme c'était beaucoup moins, on va dire ce que tu disais tout à l'heure, de bosser en télétravail ou en distanciel, c'est quand même très, très récent. Je pense qu'il y avait aussi tout ce qu'on a, le côté relationnel de ceux qui s'entendent bien ensemble, ceux qui s'entendent pas ou font en sorte d'être poli, etc. L'équivalent d'un atelier d'artiste en France. Tu vois. Voilà, mais tu vois, encore une fois, c'est des choses qui sont finalement un peu, c'est un peu le comment on dit ça, la cuisine interne. Ouais, on veut pas donner ses recettes à tout le monde. Puis t'as aussi ce qu'on peut appeler les lignées, je sais, une espèce de sous-groupe dans lequel on a envie de ranger des auteurs qui n'ont pas forcément bossé ensemble, qui se connaissent peut-être même pas pour certains, mais comme soit ça peut s'inscrire, on a envie de parler de lignées, tu sais, on a envie de chercher cet héritage, on a envie de relier les points
ensemble. D'ailleurs, c'est marrant, je vais faire un petit retour sur le Clan Dépôt, juste 2 secondes. En le lisant, moi, le premier truc qui m'est venu, c'est ça me fait penser à Entretien avec un vampire, d'Anne Rice, tu vois. Je me dis, elle a dû s'inspirer de ça, je vois pas vraiment comment. Et du coup, en allant vérifier les dates sur internet, en fait, Entretien avec un vampire, c'est sorti après 2 ans après le Clan Dépôt. C'est quand même fou de se dire que. Anne Rice a tout piqué. Non, alors, je pense pas qu'elle lisait le Clan Dépôt à l'époque, mais c'est fou de se dire que cette idée, tu vois, cette même idée, elle est apparue sur 2 continents différents à 2 ans d'intervalle, tu vois. Mais oui, c'est clair. Mais voilà, faut revenir sur mes histoires de lignées. J'ai envie de faire une lignée Masamune Shiro. C'est où je mettrais Yukito Kishiro, Tsutomu Nihei en dedans. J'aurais envie de les ranger ensemble. Elle reste dans le truc cyberpunk en fait. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins pour. Sinon, pour je te propose une lignée Kazuo Koike. Ah, c'est classe. Avec, je mettrais Berserk, je mettrais Samura. Miura, Samura. Ils font quand même beaucoup de choses. Oui, il y a les épées. C'est le clan des épées. Le clan des épées. Ouais, le clan. Ouais, voilà, c'est ça pour dire. Versus le clan des combis hyper moulantes. Versus le clan de la bagarre avec Son Goku, tu vois, Luffy et Naruto. Ça, c'est le clan de la bagarre, tu vois. Non, mais c'est pour ça, j'ai envie de faire des lignées qui sont un petit peu inventées. Puis en plus, vu de France, on a envie de se dire qu'un tel a été inspiré par un tel. Et ça se regroupe. C'est un truc qu'on cherche à faire, on peut pas s'en empêcher. Machinalement, je suis d'accord. Oui, parce que je pense que c'est le peu d'informations qu'on a qui nous aide en fait à trouver nos portes d'entrée. Enfin, tu vois, ou des clés. Parce que moi, tu vois, j'avais jamais trop pensé en ces termes-là, mais ça me fait plutôt penser à ce que les auteurs revendiquent eux-mêmes. En disant, par exemple, Rumiko Takahashi, parce que c'est un des exemples les plus récents qu'on ait, elle dit clairement qu'elle a lu tout ce qu'elle trouvait qui était issu des productions Tezuka et des autres magazines. Et je pense que inconsciemment, tu te fixes des objectifs de faire mieux, ou en tout cas aussi bien, et puis peut-être un peu mieux parce que tu as quand même de l'ambition. Mais elle a revendiqué aussi une influence de Moto Hagio, non ? Oui. Oui. Mais après, elles sont pas si. Comment dire ? Éloignées en âge. Un peu moins, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'était beaucoup plus clair au début quand ils étaient moins de mangaka. Ah ça c'est sûr. Par exemple, j'ai retrouvé que Gonagai a bossé avec Ishikawa qui a fait Getter Robot. Ouais. Donc l'auteur de Mazinger a aidé l'auteur de Getter Robot, et puis Okazaki qui a dessiné Gundam. Ou alors il y avait l'école Takao Saito qui a donné ensuite l'école Koike. Tu vois, tu vas nous perdre là. T'as une école robot là. Tu viens de créer une école robot. Non mais voilà, tout ça pour dire, mais on en revient aux rencontres qu'on avait fait au moment d'Angoulême, avec toutes ces vieilles histoires où ils étaient tous ensemble, quoi. Oui. Et puis ils étaient tous dans la galère en fait. En plus, parce que c'est ça. Au début, c'était pas aussi facile. Moto Hagio, je pense que j'avais déjà évoqué, mais elle s'est fait mettre à la porte par ses parents, quoi. Parce que le manga, c'était pas quelque chose déjà de pérenne, et c'était pas quelque chose, de noble, qui était digne. Donc c'est vraiment la vie de saltimbanque, et donc elle s'est retrouvée en coloc avec Tekemiya, et c'est comme ça qu'elles ont vraiment peut-être la meilleure chose qui lui soit arrivée du coup. J'espère que il est pas arrivé à la même chose à Paru Itagaki, puisque son père lui a dit je sais pas s'il lui a dit, mais là au moins on a une vraie famille de mangaka. Ah ouais. Oui. Père et fille. Ça c'est cool. Enfin je veux dire, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres cas, tu vois, pour pouvoir étudier les dynamiques de filiation, de transmission d'héritage. Parce que, en plus, je trouve qu'en ce moment, ils ont tous les deux la hype. Enfin, ils sont connus tous les deux. Donc Itagaki pour Baki, le Itagaki père pour Baki, Itagaki fille pour Beastars. Et on les voit des fois. Alors, elle a décidé de ne pas montrer son visage. Donc, elle a toujours une espèce de masque de coq. C'est sa petite mascotte. Mais ils font des interviews ensemble. Ils font des promos, des campagnes promotionnelles. Ils sont en photo l'un à côté de l'autre, etc. Photos passées. Et je trouve que c'est vraiment c'est cool parce que finalement, Beastars, c'est aussi une histoire de filiation. Enfin, il
tu te dis, il y a des animaux, il y a les carnivores et puis les herbivores, et ça crée des tensions dans une société où ils sont censés cohabiter. Et en fin de compte, la vraie histoire, elle commence quand tu parles de la famille des protagonistes, et que ce soit Legoshi ou donc le loup et Louis le cerf, oui c'est ça, un cerf, ils ont tous les deux des histoires de famille assez compliquées, quoi. Et c'est là où tu penses, que parce qu'ils sont plus dans le cadre scolaire, ils sont dans la vie active, ou en tout cas ils sont plus obligés de se cacher derrière leurs uniformes, que tu vois aussi que oui, les gens, ils ont des histoires, ils ont des choses à dire, à transmettre, et que ça peut devenir beaucoup plus riche quand on s'interroge ou on s'intéresse à ce qui fait qu'une personne se construit de telle ou telle façon. Ça t'a touché, toi, Beastars? T'as tout. Oui, j'ai vraiment tout lu là. Alors que c'était, comme je disais tout à l'heure, pas une histoire qui me paraissait incroyable, quoi. Mais franchement, je l'ai lu, comme un devoir. Tu vois, de devoir analyser, lire et comprendre qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait ou pas. Ah, comme quand j'ai lu Kuroko Basket. Ouais, non, mais je me suis donné le devoir de le faire. Et après, si je pense le manga te parle, tu te prends au jeu et tu trouves ça vraiment plaisant. Et je trouvais que tout ce qui concerne comme on disait, les histoires de carnivores et herbivores, bon, on s'en fiche un peu, quoi. Mais oui, les histoires d'ascendance, de filiation, de transmission de valeurs, non seulement ça, c'est ce qui fait une grande partie de l'histoire du développement des intrigues, mais je suis persuadée que elle a beaucoup eu des conseils plus ou moins conscients de son père. Tu crois, ou plutôt l'effet inverse? Non papa, tu me dis rien. C'est comme nous on fait avec nos parents. Je veux pas t'entendre à ce sujet. Non, mais en fait, c'est plus... Enfin, je veux dire, nous on parle de nos passions en disant, ouais, quand on a commencé, on avait personne avec qui parler, nanana. Dès qu'on tombait sur un Pékin qui avait lu un bout de Naruto, on était content. Moi j'ai jamais dit ça. Je me mets pas dans la case victime il y avait personne pour jouer au manga avec moi. Non, j'ai pas dit que c'en était une victime. Mais là, en tout cas, elle avait quand même un interlocuteur vraiment privilégié, oui, mais pour là-dedans, parler. il faut t'imaginer qu'il y a l'éditeur aussi qui rentre en question. Ouais. Enfin, je suis pas sûr que ça peut être aussi simple de... Ah non, mais c'est pour ça, moi j'aimerais beaucoup être une petite souris. avoir, mais aussi avoir d'autres cas, d'autres exemples, parce que il y a aussi beaucoup de mangaka qui qui choisissent des pseudos, qui ont décidé de ne pas apparaître dans la vie publique. Il y en a aussi qui ont plusieurs identités, au sens où quand ils font tel truc pour les ados, ils vont avoir tel nom, et ils vont changer de pseudo c'est marrant, quand ils vont faire du porno, par exemple. Les plus connus à ce sujet, c'est Tadashi Agi. C'est un duo qui se cache derrière ce pseudo. Ce sont les scénaristes des Gouttes de Dieu dont on parlait tout à l'heure. C'est un frère et une sœur. Et alors, eux, ils ont 17 pseudonymes. Alors, je dis 17, ils en ont une dizaine des pseudonymes pour lesquels ils travaillent. Selon les œuvres, ils changent. T'imagines que c'est les mêmes qu'on fait. Donc, les Gouttes de Dieu, les enquêtes de Kindaichi, Get Bakers ou Psychometer Eiji. Non. Si. Ah ouais, je t'avoue que le dernier m'a surpris. Ça sera le titre de cette émission. La dernière minute va vous surprendre. Mais après, bon, là, ils ont choisi d'avoir des pseudos et de travailler ensemble. Mais il y a aussi le cas Kishimoto. Ah, les frères. Les frères. Les jumeaux. Et ils sont jumeaux. Et ce qui était drôle, enfin, je sais pas si vous avez déjà eu cette anecdote, mais je crois que c'est quand Seishi, donc celui qui a fait Satan 666, a commencé à être publié. On lui a demandé d'arrêter de plagier l'autre Kishimoto. Il a dit, ça va être compliqué. et en fait, je sais pas si c'est pour ça aussi. Comment dire, quelle est l'ampleur du truc, parce que
donc Masashi Kishimoto, donc le papa de Naruto, a été quand même obligé de faire une annonce officielle, comme quoi, oui, son frère jumeau faisait aussi du manga, que c'était pas du plagiat, tu vois. C'est incroyable quand même d'en arriver là, si bien que Seiichi Kishimoto, lui, il s'est essayé au seinen ensuite. Seinen épisodique en plus, c'est ceux qu'on aime le moins nous en France parce qu'il n'y a pas forcément de fil rouge. Et Sukidaishi 09, si je ne dis pas de bêtises. Il en a fait plusieurs, pas le bon chiffre. Des séries très courtes en plus. Mais voilà, quoi qu'il en soit, c'est difficile quoi. Enfin, puis, tu es écrasé par ton frère jumeau, mais qui ne l'a même pas cherché, il a juste eu plus soit de bol, soit de talent, soit de travail, je sais pas, mais il a eu un petit truc ou une rencontre en plus, ou juste une idée en plus. Enfin, ça se joue à peu de choses quoi. Et c'est pour ça, au final, des exemples, il y en a très très peu, même si je le regarde au-delà du manga et que je les regarde au niveau du franco-belge ou au niveau du comics, t'as pas tant de fils d'eux, tu vois, qui arrivent et qui proposent quelque chose. En comics, tu vois, j'ai un nom, j'ai de l'Andromeda Junior qui me vient, mais en franco-belge, je pourrais même pas te donner un nom d'une fils d'eux ou d'un fils d'eux, tu vois, j'ai même pas vraiment... trop d'idées. Je pense qu'en cherchant, on doit pouvoir en trouver, mais. Non, mais en vrai, j'en ai quelques-uns, mais c'est vraiment très peu, tu vois. Après, c'est marrant comme. Mais souvent, ce que j'ai entendu de la part des auteurs, c'est qu'ils déconseillaient à leurs enfants de devenir auteurs. Bah oui, parce qu'ils voient leurs parents galérer et tout. Mais non, je me disais, les frères Kishimoto, c'est fou aussi la place que la fraternité, la gémellité prend dans leurs œuvres en fait. Oui, aussi. Ils ont quand même des choses à se dire et ils se le disent peut-être à travers le manga, tu vois, genre ouais, toi tu m'as jamais fait ça, mais c'était pas une raison pour tuer tout le clan. Ah, oh là là, tu crois que Kishimoto voit son frère comme Itachi? J'espère pas. Ah ouais, moi non plus. Gros morceau, hein, l'héritage. Vous avez vu, on est parti dans plein de sens différents. Mais on voulait aussi parler de bouquins, on voulait parler de deux trois trucs qui nous tenaient à cœur. Mais voilà, c'est un gros morceau, l'héritage. Je pense on aurait pu continuer en fait encore une demi-heure sur chacun des sujets qu'on avait dans cette émission. On a essayé de vous condenser ça en 1 heure. N'hésitez pas à réagir, à nous parler de votre héritage et à nous donner votre... Non, pas... C'est pas ça qu'on dit. Toi, je sais pas, t'es dans tes délires de notable et tout, comptable. De notaire. Règle ça avec, notaire. Règle ça avec les auditeurs. Je reste loin. Non, mais voilà, donnez-nous le numéro de vos notaires. Et il insiste, il insiste. Et on vous remercie de nous avoir écoutés surtout. Et on se dit à la semaine prochaine pour une émission absolument incroyable. C'est une émission évolutionnaire, je dirais. Wow. Si incroyable que ça. Ah ouais, je pense qu'on va être dans les étoiles. Okay. Il utilise des gros mots là. Attention. Ouais, je pense que venez en armure en tout cas la semaine prochaine. Allez, ciao, salut. Salut.